Ce soir, nous avons une séance donc, que nous avons prévue, puisque nous nous situons dans une filiation lacanienne. Et peut-être savez-vous que le concept d'objet petit a est le plus important dans la théorie de Lacan. Il a même dit un jour, la seule chose que j'ai découverte, c'est l'objet A. Alors quand vous demandez aux lacaniens de vous expliquer ce que c'est que l'objet A, généralement, bon, vous avez compris, c'est pas toujours d'une clarté qui est obscure qui descend des étoiles. Et mais notre ami Luc Kelly, qui était déjà venu, qui nous a présenté son livre sur le stade du miroir, de Vallon à Kojève, on a vu la rigueur avec laquelle il travaille et nous espérons ce soir apprendre des choses par lui. Alors je voudrais parler d'un autre événement qui a été pour nous tous, qui est d'une grande importance. Nous avons eu un colloque, vous savez, à Tunis, à la Bibliothèque nationale tunisienne. Ça a été un moment de grande émotion. La qualité des intervenants était vraiment exceptionnelle, je dirais. Nous avons pu découvrir ces intellectuels tunisiens qui ont participé. Et on a vu que l'intérêt que les travaux que nous faisons ici leur portaient là-bas. Il y a eu en particulier une ou deux interventions de Madame Samia Kassab, d'une part avec son élève Meriem, je ne sais plus son nom de famille. Meriem Ben Mansour, tu mets ton masque. Meriem Ben Mansour. Et puis alors surtout, pour moi, enfin ce qui m'a plus... notre ami Marc Boucher, qui est absent, a fait également une très brillante intervention sur Saint-Augustin. Florence Périfan nous a fait également une très belle intervention. Enfin, il n'y avait que des belles interventions. Mais parmi les belles, il y en avait quelques-unes un peu plus belles. Je pense en particulier à une d'une Tunisienne qui s'appelle Rim Rida, et qui, elle, vraiment a mis en travail ces concepts que nous élaborons ici, c'est-à-dire ce concept de rivalité fraternelle et de complexe de Caïn. Elle a trouvé des choses tout à fait étonnantes au Yémen. Alors, vous savez que j'ai défendu un concept qui est cette histoire du judéo-christianisme, qui est un truc complètement bidon, parce que quand on sait l'histoire de l'Europe, où les Juifs jusqu'au XVIIIe siècle ont vécu plutôt de persécutions, d'expulsions, d'Espagne d'ailleurs, de France. Donc ça fait un peu curieux, je sais pas. Et ce concept a un inconvénient, plusieurs inconvénients. C'est le plus grave, c'est celui de l'exclusion. Il exclut ceux qui ne sont ni juifs ni chrétiens, c'est-à-dire les musulmans, éventuellement les bouddhistes, mais c'est surtout les musulmans. Or, moi je soutiens que l'islam fait partie de notre civilisation. Elle a contribué à cette civilisation. Pourquoi ? Parce que, d'après moi, les deux piliers de la civilisation occidentale, c'est d'une part le monothéisme, qui permet à chacun de nous d'être athée, car dans l'idolâtrie, dans le paganisme, on ne peut pas être athée. Quand vous adorez le soleil, vous levez les yeux, vous avez votre Dieu sous les yeux. Tandis que le Dieu d'Abraham, vous pouvez ne pas y croire. Donc, grande liberté apportée par le monothéisme abrahamique. Et l'autre pilier, c'est la civilisation grecque, gréco-latine. Et donc, ces deux piliers font que je propose, et peut-être j'en ferai un ouvrage, le concept de gréco-abrahamisme, qui n'exclut plus l'islam. Parce que d'être exclu, nous en savons tous quelque chose, ce sentiment d'être exclu est la source de frustration, de colère et de violence. Donc l'avantage de ce concept, c'est qu'il réintroduit l'islam au point de vue, quand on sait ce que l'islam a fait dans l'architecture, quand on voit ce qu'est la mosquée de Cordoue au 8e siècle, alors que les églises françaises étaient des bouts de bois, et que l'art roman va s'inspirer de cette grande civilisation andalouse, quand on sait tout ce que la civilisation islamique, c'est pas la religion, c'est cette civilisation
tout ce qu'ils ont fait pour la diffusion de la philosophie grecque, quand on pense qu'Averroès a dominé la Sorbonne jusqu'au XIVe ou XVe siècle. Donc, mon concept de gréco-abrahamisme a quelques arguments à faire valoir. Et ça a été très bien reçu là-bas, et ça a été au fond le colloque sur le gréco-abrahamisme, on peut dire, d'une certaine façon. Supposé sur mon travail, mais en fin de compte, c'est plutôt sur cette notion d'amitié, de fraternité véritable entre les gens, les intellectuels tunisiens et les intellectuels français. Tout ça a été filmé, ils ont un matériel assez impressionnant, c'est pas un petit iPhone comme ça, ils avaient un très gros matériel, tout ça a été filmé et peut être vu sur le site de la Bibliothèque nationale tunisienne, qui se trouve sur Facebook. Et sur le site de la Bibliothèque nationale de Tunis. Pardon ? Et sur le site de la Bibliothèque nationale de Tunis. Sur le site de la Bibliothèque nationale de Tunis. Je vous invite à regarder quelques extraits, quelques parties. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je pense que c'est un premier colloque. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je l'espère. Et nous avons l'appui qui a été très décisif. Il y a une psychanalyste tunisienne qui est la sœur de Fethi Ben Slama, qui s'appelle Raja Ben Slama, qui nous a ouvert les portes et qui a été un soutien. Il y a entre nous une complicité, une sympathie intellectuelle qui est une chose assez rare. Et bien nous l'avions là-bas. Voilà, si vous avez... Alors, notre Sophie nationale a eu l'idée de faire un petit cadeau aux participants. Elle a fait imprimer, aux frais de l'association, je vous préviens que les comptes ont pris un coup, ce petit carnet très joli, qui permet de prendre des notes. Je crois que vous en avez reçu chacun un. Voilà. Ça fait partie de la cotisation. Parce que certains trouvent que notre cotisation est excessive. Je ne trouve pas ça du tout, et elle va augmenter. On a dépensé beaucoup d'argent avec ce colloque, parce qu'on a invité des gens là-bas, et voilà. Donc les comptes s'en sont ressentis. Qu'est-ce que vous dites ? Je disais que je ne crois pas que je sois inscrite, mais je vais le faire. Catherine me demandait si j'avais payé. Oui, bien sûr. Mais Oui. Elle a payé, mais elle, non. Ah, bon, mais je vais le faire aujourd'hui. Moi, j'avais proposé, parce que nous avons un tarif couple. Oui, il y a un tarif couple. Il a Oui, on va refusé. faire ça, oui. Il a refusé. Il a Pour refusé. l'année Il est comme ça. Oui, mais je sais. Mais l'année prochaine, si ça... L'année prochaine, tarif couple. On a un tarif couple. On est pour les couples. Donc, à peu près, s'il y a des questions sur ce colloque ou sur autre chose, en attendant que... Il y a aussi un petit point que je voudrais aussi, puisqu'il faut meubler, comme ils disent à la télé, là, en attendant qu'il arrive. Notre ami Claude Boucher. Non, pas Non, Boucher. boulanger. Boulanger. Nous avons un boucher, nous avons un boulanger. Non, parce que comme c'est la Pâque juive demain... Comment ? Comme c'est la Pâque juive demain, boulanger, ça bien. Bref, vous savez, on a soulevé cette piste depuis quelque temps sur la fraternité qui est précédée par cette angoisse du double. Et donc, Claude Boulanger nous a signalé un livre de Letellier, qui a pris le prix Goncourt, je crois, il y a 2 ans, et qui s'appelle L'Anomalie. Et l'Anomalie, c'est... Donc Letellier, c'est parti d'Oulipo. Oui, de l'Oulipo. Et il a écrit donc ce roman où il y a un alibi de fiction qui envisage qu'un vol Air France Paris-New York se dédouble. Et donc, chacun se retrouve confronté à son double. Le tueur à gages avec lui-même, donc un des deux tue l'autre. La mère possessive qui est dans une relation fusionnelle avec son enfant, mais se retrouve 2 mères possessives, etc., etc. L'alibi du roman permet que chacun se retrouve effectivement face à lui-même. Les gens sont dédoublés.
Donc, ce qui est très intéressant dans ce bouquin, au-delà du thème du double, c'est que la qualité d'écriture de Letellier fait que, par exemple, le style d'écriture n'est pas le même quand il parle, par exemple, quand il évoque le tueur à gages, ou quand il évoque la mère possessive, ou quand il évoque le couple, etc. Là, il modèle son style en fonction des personnages. Des personnages et en fonction des standards de la littérature par rapport à tel ou tel cas de figure. Voilà, donc c'est un Donc à lire, après avoir lu le double de Dostoïevski, le livre de René Girard sur le double de Dostoïevski, le nez de Gogol, voilà maintenant Letellier, le livre de Pablo Lucchesi, vous voyez que les vacances vont être chargées. Voilà, moi j'ai à peu près épuisé, je pense que dans 2 ou 3 minutes je devrais être là. Je pense. Est-ce qu'il sait un peu le parcours du combattant Oui, il est déjà venu. Ah oui, c'est vrai qu'il est déjà venu. Il y a des problèmes de ligne de métro. Hein. Non, là c'est un problème de De train. train depuis la De Suisse. Genève. Il y a Pareil. aussi des problèmes de métro. Ah, il y a aussi des problèmes Il y de a métro. aussi un problème de Mais métro. pas sur la 5, je crois. C'est ça, Bon, jusqu'à y a-t-il la- des questions? Parce qu'il paraît qu'on ne discute pas assez. Notre surmoi collectif, qui est aussi l'auteur de ce carnet, dit qu'on ne discute pas assez. Alors voilà, puisqu'on a du temps, on peut poser des questions et discuter. Alors sur moi, Je pense que nous allons organiser de temps en temps. Ah bah voilà. ah, Bonsoir Ron Pablo. je passe tout de suite la parole à notre ami. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup. J'espère que mon exposé ne sera pas trop déceptif pour vous parce que je suis un peu éloigné. Enfin, le livre, moi, je devais venir ici il y a 1 an et demi. Mais il y a eu le Covid, donc je n'ai pas pu venir. Donc, du coup, je suis un peu éloigné du bouquin, de telle sorte que le bouquin parle mieux de l'objet que moi-même, évidemment. Donc, mais bon, je vais essayer quand même de faire quelques introductions. À la limite, ça peut peut-être la discussion, c'est peut-être ça qui est important aussi. Donc, effectivement, comme ça vient d'être dit, donc, objet A, c'est la seule invention de Lacan. Qui dit oui. Il dit, effectivement. En même temps, il dit oui, ça sort de l'objet transitionnel de Winnicott. Bon. Et donc, à certains égards, on peut dire que c'est un peu copier-coller le modèle de Winnicott. Mais là, je pense qu'il ajoute une complexité, à mon avis. Donc, si vous voulez, je vous ai fait distribuer ces schémas-là, parce qu'ils sont importants, vous verrez. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, pour les personnes qui connaissent un petit peu Lacan, l'importance qu'il y a pour Lacan, ce qu'il appelle le stade du miroir. Je dirais même dans la construction de sa théorie, quoi, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'inaugural. Il l'écrit quand il a 34 ans, présenté à 35 ans. Et ce qui est intéressant de ce stade miroir, c'est que de cette manière, je peux dire ça ici, il copie, comme beaucoup de gens le savent, Vallon, évidemment, donc il copie, il prend ce que Vallon avait publié en 31 et 32, et Lacan, donc Lacan publie le complexe familial en 1938, mais c'est écrit en 1935. Pour la petite histoire, j'ai découvert des lettres de Lacan à Cogette de 1935 à la Bibliothèque nationale, que j'ai publié par la suite, où de la maison. ah oui, merci. Merci beaucoup. Où Lacan dit à Cogette, écoutez, là je suis très occupé, 1935, très occupé en train d'écrire un truc sur la famille. Ce qui est sur la famille, là, c'est ce que Vallon lui a demandé pour l'encyclopédie française. Et c'est là où justement il va ajouter, va greffer l'état de miroir qui avait été aussi présenté en 1936, donc 1 an après. Donc c'est un mélange assez important avec le complexe familial, mais c'est un texte fondamental comme on a pu déjà discuter par le passé. C'est dans votre livre. Exactement, et même dans celui d'avant, donc Ballon. Oui, dans celui d'avant, oui. Exactement. Et alors, quelle est l'importance de ces stades de miroir? Et là, on met le pied dans le plat, on va dire. Quelle est l'importance du stade de miroir? C'est un peu difficile de saisir la chose comme ça rapidement. L'important, c'est que ça introduit, mine de rien,
une instance tierce. Si on lit l'état de miroir de Lacan, on ne dirait pas que c'est tierce du tout, quoi. C'est que dalle tierce. Justement, c'est les bébés entre 6 mois et 18 mois, on pourrait même dire 4 mois et 18 mois, où il jubile, il est content, gaspille l'énergie devant sa propre image, comme il est dans un état morcelé. Je discute cela, je dis qu'il n'est pas si morcelé que ça, le bébé en question, mais peu importe. Il est morcelé, donc l'unité qu'il voit et qui vient de l'autre, parce que sa propre image, c'est très joli, mais ça vient du fait soit du miroir, de la technique qui a inventé un miroir, soit d'un autre gamin qui fait semblant d'unité pour lui, et c'est là la jubilation. C'est un truc très clénien, comme vous le savez, donc l'aspect un peu maniaco-dépressif, on va dire, et vous savez donc que Melanie Klein exploite beaucoup cela, et donc ça c'est clénien pour Lacan, et d'une certaine manière, si vous voulez, ces moments-là de jubilation du bébé face à la glace, et en même temps, par moments, parce que Lacan l'a dit, il reste un peu perplexe, c'est de là que Melanie Klein sort la maniaco-dépression. Manie, donc jubilation, parce que cet autre-là met une image, mais en même temps, cette image-là n'est pas la mienne, donc dépression. Voilà le modèle un peu intéressant de Kleinien, hein, pas Lacanien. Alors, donc, malgré cela, on peut dire qu'il y a une instance tierce dans le stade de miroir. Alors, c'est cet aspect-là qui me sert, moi, à introduire l'objet de Lacan. Pour le dire tout de go, j'axe, parce que je pense que Lacan le fait, la découverte, l'introduction, l'invention, appelez ça comme vous voulez, de l'objet chez Lacan par rapport à l'objet regard. À la fin, une fois que je finis mon speech, vous devriez me demander, bon d'accord, et la voix, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'aurai une réponse à vous donner. Mais bon, pour l'instant, c'est le regard, c'est pour ça que la couverture, ça évoque un peu. Bon. Alors, et donc, du coup, ça me sert à faire une double définition, je dis, de l'objet A, de l'introduction de l'objet A de Lacan, une définition, on va dire, négative, une définition positive. Une définition négative, on ne sait pas trop comment aborder ce truc-là, c'est peut-être n'importe quoi, c'est un délire de Lacan. Est-ce que quelqu'un a vu l'objet de sa vie? Évidemment, personne. Donc, bon, d'accord, définition négative. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la prédominance du symbolique chez l'être parlant, comme dit Lacan, l'être socialisé et humanisé, appelez ça comme vous voulez. Donc, je vous dis pourquoi. Et deuxièmement, on peut dire, et c'est là la découverte à mon avis, on peut donner une définition positive de l'objet A, et cette définition positive, elle est déduite par Lacan du registre imaginaire et du stade de miroir. Il rétropédale, on va dire, et quelques années auparavant, il dit, voilà quelque chose qui n'a pas été dit, c'est une auto-découverte, parce qu'il s'est découvert lui-même qu'il a manqué un truc, et c'est 20 ans après, je vais vous dire pourquoi, que Lacan introduit quelque chose de différent du regard dans l'état de miroir, qui n'était pas avant présent, évidemment. Merleau-Ponty. Certainement, oui, Merleau-Ponty. Mais moi, la reconstruction que je fais, et c'est simple, c'est que Lacan vole le ballon, parce que je dis oui, donc Vallon demande pour l'encyclopédie française d'écrire un truc sur la vie mentale, c'est un psychiatre, donc la vie mentale, ça fait sens. Et donc il échange avec Vallon, mais à aucun moment Lacan ne cite Vallon, alors que c'est évident, mais c'est plus qu'évident que Lacan copie-coller Vallon. Et pourtant, il ne cite jamais, sachant que je pense qu'ils n'étaient pas très... Lacan n'était pas très content, parce que Lacan n'a que 35 piges, il ne faut pas oublier ça. Donc moi, j'ai beaucoup plus vieux que Lacan, les compères familiaux, quoi. Et donc, d'une part, et le problème, c'est que Vallon n'est pas d'accord avec l'écriture, ça c'est la Rudinesco, il dit ça, moi je pense que probablement c'est vrai, il n'est pas content. Et donc, il faut remanier, et c'est pour cela qu'il ne cite pas Vallon, mais c'est quand même un truc gros comme maison, comment tu vas copier tout Vallon, et tu ne vas pas citer Vallon, alors que c'est les gars qui étaient dans la possibilité de publier dans les encyclopédies françaises, qui n'était quand même pas rien non plus. La gratitude, ça s'appelle. Exactement, le minimum. D'ailleurs, il aurait pu ne pas lui voler et le citer même pour faire semblant, quoi. Mais non, c'est exactement le contraire. Bon, c'est génial.
Donc, il y a des sites avec une faute d'orthographe sur son nom. mais ça c'est dans la les écrits. thèse. Non, dans la thèse. Ah, la tête. Écrit une oration sur Vallon avec un V. Oui, Donc voilà, tout est dit. sympa. Alors, donc, quelle est l'importance, rentrons dans le vif du sujet, donc quelle est l'importance du primat du symbolique? Ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer beaucoup, je pense que vous avez une petite idée de ce que c'est le primat du symbolique. Ça veut dire tout simplement, parce que si on parle de l'objet A, il faut tant bien que mal parler de l'objet tout court, évidemment. C'est que il y a quelque chose que s'appelle la prééminence du symbolique. Autrement dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez me dire si vous êtes d'accord ou pas, on parle de choses qui n'existaient pas en permanence. C'est la grande invention, on n'a rien inventé, mais la génialité du cortex préfrontal, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, c'est-à-dire on peut parler de n'importe quoi et faire comme si cela existait, donc que la vérité à toute des fictions, je pense que ce n'est pas une blague, quoi, c'est à prendre très au sérieux. Donc, de manière permanente, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que l'événement du symbolique? Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir un rapport à un objet qui soit de manière directe. Je ne peux pas avoir un rapport direct à l'objet, c'est impossible. Mais quand je dis objet, c'est n'importe quel objet, l'objet matériel, la personne, etc. Aucune manière d'avoir un rapport direct au monde, si ce n'est par la médiation, et là, merci Kojève, évidemment, par la médiation de l'autre, des autres, le langage, de la personne, d'autrui, patati patata. C'est Kojève plus que Kant. Il y a un côté Kant, non, phénomène, nous-mêmes. Probablement, ou sans doute, mais c'est le truc, c'est Kojève, parce qu'il dit que, Hegel dit, bon, que l'objet de l'homme est le désir de l'autre. Et lui, pour la petite histoire, donc là, en janvier, j'ai relu de A à Z toute l'introduction à la lecture d'introduction à l'ordre exactement, de l'esprit de Kojève. C'est 600 pages, un tout répétitif, mais je dis, je vais le faire, allez, c'est parti. Et donc j'ai tout lu, et donc il dit, vraiment, plusieurs fois, c'est un peu ça, découvert, c'est un objet à lui, on va dire. Le désir de l'homme et le désir d'un autre homme, de l'autre, ce qui pose un problème, parce que ça veut dire que le désir de l'homme n'est pas un objet, justement. C'est un autre désir. Mais qu'est-ce que l'autre désire, ça on ne sait pas, justement. C'est le gros truc, le gros problème. C'est que l'autre en question, qui me dit ce que les choses sont, lui, il ne sait pas non plus ce que c'est, etc., etc. Bon. Je reviens tout de suite sur ces questions-là. Et donc, c'est pour dire que, mine de rien, comme vous le savez, probablement, Lacan a banni l'imaginaire. Évidemment, lorsqu'on dit Mélanie Klein, il était génial, je pense, Klein, mais c'est assez délirant quand même. Donc, il faut... La trépière. Comment est-ce qu'on peut écrire des trucs comme ça, quoi? Enfin, vraiment, ça finissait... C'est Stephen King, mais en mauvais, quoi. C'est vraiment... Et bon, des trucs fantastiques. Et donc, alors, Lacan est contre cela. Lisez les écrits techniques de Freud, premier séminaire, où il suffit justement de dire attention avec le rapport imaginaire, renforcer l'imaginaire avec les transferts, les contre-transferts, patati patata, interpréter le transfert, la critique d'Annie Reich. Ça vous suffit à vous rappeler qu'il n'est pas d'accord avec ça. Très bien. Séminaire 2, les moi, encore pire. Le moi, ce n'est qu'une fonction, une simple fonction imaginaire. Il n'y a pas un moi qui dit que moi je suis, c'est rien du tout, c'est très fragile, il suffit que l'autre regarde un peu comme ça, et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Alors je dis quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être, oui, non, oui, bon. Donc, voilà. Troisièmement, séminaire 3, les psychoses, très grosso modo. La névrose, les symboliques, la psychose, l'imaginaire. C'est quand même un peu dit comme ça, là. Dissolution imaginaire, régression imaginaire, patati patata. Et pour finir, relation d'objet, séminaire 4. La forclusion. Oui, mais justement, dans la forclusion, vous pouvez séparer ce qu'est la névrose de la psychose. Là, à l'époque où les Kleiniens étaient dans l'idée, bon, on est tous plus ou moins psychotiques. D'ailleurs, je suis là en Suisse, ils commencent tous dans les années 30, encore certains aspects, et ils sont encore, oui, on est tous plus ou moins psychotiques. Bon, ben, je ne crois pas, non. Et bon, un noyau psychotique quelque part. Bon. Donc, il dit, ok, le symbolique, c'est ce qui structure là où il y a de refoulement, justement, il n'y a pas de forclusion, la névrose, alors que chez les psychotiques, on voit qu'il y a une réaction imaginaire, le signe de miroir chez les schizophrènes, enfin,
appelez tout ce que vous voulez, tout simplement le délire, comme on fait des métonymies qui finissent jamais, etc. Et pour finir, la relation d'objet. Très intéressante la relation d'objet, parce que comme disait mon maître décédé, donc Serge Côté, le séminaire sur la relation d'objet, c'est un séminaire sur les signifiants, pas sur l'objet, justement. Et qu'est-ce que ça dit? Eh bien, justement, qu'il n'y a pas de rapport ni primitif, ni archaïque, ni quoi que ce soit. Souvenez-vous que c'est Bouvet qui essaye de contrer dans tout ça, dans son approche un peu assez délirante quand même, délirante, du transfert, les interprétations sauvages, les fellations, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de tout ça, et oui, mais des trucs terribles, quoi. Donc le patient à un moment donné avale de la salive, et donc Bouvet dit c'est qu'il avale mon phallus, ou un truc pas possible. Et donc le pire, c'est que pas qu'il écrit ça, mais qu'il a interprété ça au patient. Voilà, je vous laisse voir ce que ça peut. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire alors qu'il n'y a pas un rapport direct au monde? Voilà que je rentre dans le truc. Ce qui est primordial, c'est que ce qui est structuré l'est comme un sort de langage, on va dire. L'inconscient est tout comme un langage, ça veut dire que ce n'est pas un langage, ce n'est pas une langue, ni quoi que ce soit, c'est quelque chose qui ressemble à presque comme des concepts. Mais les concepts, nous savons très bien quel est le concept de chaise, qu'est-ce que ça veut dire. D'ailleurs, Kojève insiste beaucoup là-dessus. Ça veut dire quoi, les concepts tout court, quoi? C'est qu'on peut détruire toutes les chaises du monde, de la planète, il y a plus d'épidémie, il n'y a plus de chaises, mais si on a les concepts de chaises, on peut recréer des chaises sans aucun problème. Donc, le mot, le meurtre de la chose, ou le concept de le meurtre de la chose, ça veut dire que la chose comme telle peut ne pas exister, mais si j'ai le langage pour la nommer, je la fais exister à nouveau. On peut mettre des gens qui construisent des chaises à nouveau. Donc, il n'y a pas un rapport direct à l'objet, et voilà la question fondamentale. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Que ce qui compte, c'est les signifiants. Or, les signifiants, c'est ni la parole, ni la phrase, ni le langage, ni la syllabe, ni la lettre, ni quoi que ce soit. C'est un truc, un signifiant. Le signifiant chaise, par exemple. Et à tel point c'est vrai que nos amis des sciences cognitives, que ce n'est pas les TCC, les sciences cognitives, c'est autre chose, ils disent, bon d'accord, on parle, ok, mais quels sont, et comment est-ce qu'on fait pour parler? Quels sont les prérequis du langage, justement? Comment est-ce qu'on fait qu'on peut, à un moment donné, parler? Et voilà que je vous renvoie au premier schéma. Au premier schéma qui a été fait et écrit, c'est quand même assez génial. C'était donc créé par Baron Cohen. Baron Cohen, c'est un cognitiviste britannique dont, pour la petite histoire, la sœur est autiste, donc lui, il centre beaucoup sa recherche sur l'autisme à cause de la sœur, pour la petite histoire. Et qui est d'ailleurs le cousin de Sacha Baron Cohen, donc le comédien. Bon. Alors il dit la chose suivante. Vous, comment faites-vous, vous voyez le carré ici, comment faites-vous pour appréhender la réalité? Évidemment que les bébés apprennent la réalité, ou les petits enfants, avant de parler. Évidemment, on va commencer à parler d'abord et ensuite voir comment sont les choses. Ok, comment est-ce qu'on le fait? Évidemment, jamais de manière directe. Donc merci Baron Cohen, mais bon, il y a un tel Lacan qui a dit une chose similaire. Et donc, jamais de manière directe. Si vous mettez ici, dans les carrés, la réalité, ou les concepts, ou tout ce que vous voulez, le bébé, le sujet, si vous voulez, a un accès à ces choses-là, aux symboles, au concept de geste, etc., parce que l'autre a un regard porté sur le monde. Donc le bébé, le petit bébé, ce qu'il regarde, c'est le regard de l'autre. Non, exactement. La mère, ou bon, j'ai un petit cadeau pour vous par rapport à cela. Mais justement, par rapport aux frères et ces questions-là que vous intéressent. Exactement. Donc, ce qui est génial, c'est que ce que Baron Cohen ne dit pas, mais qu'il dit sans le savoir, c'est que le désir des sujets et le désir de l'autre, parce que je n'ai aucune manière de m'ancrer dans la réalité si ce n'est pas à travers la symbolisation, la significatisation de l'autre qui me dit telle chose est une chaise ou telle chose est une table, etc., etc. À tel point c'est vrai tout cela que si vous, petite parenthèse que j'ai déjà évoquée une fois quand je suis venu ici, les gens qui s'intéressent à l'autisme, mais pas les psychanalystes évidemment, et ils disent que le problème de l'autiste, c'est qu'il n'a pas une fonctionnalité de l'objet.
C'est-à-dire que ça, c'est un verre, je suis autiste, je peux commencer à regarder le verre, à jouer un peu avec la lumière, mais je n'ai pas la fonctionnalité, c'est-à-dire que c'est un verre pour boire de l'eau. Voilà. Donc, c'est ça qui est fondamental. Attendez, il ne sait pas que ça sert à boire. Ben, écoutez, c'est simple. Oui, Voilà, pas vous avez, voilà, exactement. Vous avez tout ce que ça s'appelle, comme ça vous apprenez quelque chose que certainement vous ne connaissez pas. Et c'est les tests qu'on utilise aujourd'hui pour évaluer l'autisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut savoir si l'enfant est plus ou moins autiste ou pas, par exemple. Ou peut-être qu'il est un peu bizarre, mais pas autiste forcément. Et donc, qu'est-ce qui est important? Première chose, souvenez-vous de Lacan avec l'observation de Petit Dick, les patients de Klein. Hein? Exactement. Et est-ce que l'enfant sait jouer? Lacan dit, le problème des Dick, c'est qu'il ne sait pas jouer. Il ne sait pas jouer, il ne sait pas comment jouer. Donc il n'a pas la fonctionnalité du jeu, si vous voulez. Et est-ce que l'enfant sait jouer? Oui, non. Première question. Deuxièmement, est-ce que l'enfant sait jouer à la petite voiture? Oui, non. Et est-ce que l'enfant sait jouer avec une télécommande de télévision ou n'importe quoi, comme si c'était une petite voiture? Oui, non. Voilà la question. Vous voyez, parce que si moi je suis autiste, enfant autiste, je peux prendre une voiture, et tant bien que mal, faire semblant de jouer un peu comme ça. Moi, je avec des autistes, bon, voilà. Et donc, comme médecin, je veux dire, et donc l'enfant peut faire comme ça, des systèmes d'imitation, comme ça, mais c'est pas un jeu. Mais en plus, tous ces gens-là sont beaucoup plus exigeants. Prenez-moi la télécommande et jouez à la petite voiture. Le mot, le meurtre de la chose, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de petite voiture pour jouer à la petite voiture. Et d'ailleurs, vous serez encore moins autiste si vous jouez à l'auto et si elles sent qu'il y a un auto, justement, c'est une petite voiture. C'est ça la clé fondamentale. C'est ça que le désir de l'homme et le désir de l'autre. Si l'autre me dit c'est une petite voiture, eh bien c'est une petite voiture, on s'en fout si c'est une télécommande. Qu'est-ce qui ferait le titre à la place? Deux possibilités. Soit la voiture, il commence à rouler les petits roues comme ça, et à regarder comme ça. Donc, on n'a pas transmis ce que c'est que la fonctionnalité d'une petite voiture. Soit il prend la télécommande, et comme il y a une série de nombres, de chiffres, ça tombe bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il apprend même à compter avec la télécommande. Mais à aucun moment, il va utiliser le semblant de l'objet dans sa fonctionnalité, dans ce que l'autre me donne comme signification, ça veut dire la petite voiture. Voilà pour s'orienter un petit peu dans la chose. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est que dans aussi bien Lacan, et donc voilà, que Lacan, que d'autres auteurs beaucoup plus récents, un tel Philippe Rochat, par exemple, avec qui j'étais en contact, c'est un Piagétien genevois qui habite aux États-Unis. Ils font l'observation que d'emblée, dès l'âge de 2 mois, 3 mois, le bébé a une attirance fondamentale par rapport à ce que c'est les yeux de l'autre, le regard de l'autre, ou même tout ce qui ressemble à des cieux. Je vous renvoie ici à l'ouvrage de Kelloua, Roger Kelloua, donc Méduse et compagnie. Voilà, Cailloua, pardon, oui, c'est ça, pardon. Et qui justement fait tout un travail sur les ocelles, donc les papillons, pour montrer justement que ce n'est pas que les ocelles ressemblent à des cieux, c'est que les cieux ressemblent à des ocelles. Donc à ce point-là, il y a quelque chose de gestalt qui est là, qui attire le regard de l'humain ou même des animaux, si vous voulez. Bon. Alors, donc, ce que découvre Lacan et d'autres, c'est l'intérêt exceptionnel du sujet pour ce qui est les yeux de l'autre. Mais avec ce bémol-là, c'est que les yeux de l'autre comme tels n'ont aucune importance et sont dans l'absolu complètement refoulés si vous ne suivez pas le fait que le bébé suit le regard de l'autre et non pas les yeux comme tels. Vous comprenez? Dans ce schéma-là, le sujet regarde ce que l'autre regarde, mais pas les yeux comme tels. S'il regarde les yeux comme tels, c'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Et on voit ça dans la psychose, justement, où ce qui n'est pas refoulé dans ce fonctionnement-là, c'est ce qui fait retour dans le fait de se sentir épié, etc., etc. Vous voyez? Alors, quelle est la génialité dans tout cela? Et c'est pour ça que je vais vous parler de... Donc, ça, c'est la toute ternaire, on va dire, à 3 du désir.
c'est que Lacan, en 1938, il parle donc de l'intérêt des cieux, etc., de l'enfant, du regard de l'autre, mais sans accentuer un point fondamental qui est mis en lumière par Vallon, et lui, il oublie de voler cela, on va dire, si vous voulez. Il n'a pas volé cela à Vallon, et c'est le fait que, voilà l'intérêt de la question, c'est que il y a quelque chose qu'il appelle le plus pur moment du stade de miroir. Alors ça, probablement, ça vous a échappé, mais c'est fondamental. Il dit ça en 1960. Écoutez bien, hein. C'est pas 64, oui. Et j'ai dit Lacan. Si vous ne comprenez pas, c'est pas mon accent, c'est Lacan. Hein. Et car l'autre est majuscule, on ne comprend rien, mais je vous le dis quand même. Car l'autre, où les discours se placent, ça veut dire l'inconscient, etc. Car l'autre, où les discours se placent, toujours l'attend à la triangulation qui consacre cette distance, n'est pas tant qui ne s'étale jusque dans la relation spéculaire en son plus pur moment, deux points, dans le geste par quoi l'enfant au miroir, se retournant vers celui qui le porte, on appelle le regard au témoin qui décante de le vérifier, patati et patata. Ça veut dire que quand il y a l'enfant face au miroir, c'est très sympa, 1938, écrit en 1935, mais ce n'est pas le point fondamental. Le point fondamental, c'est que si le gamin est devant le miroir et il jubile, à un moment donné, il se retourne pour voir ce que l'autre pense de cette image-là, qui est la sienne. Est-ce qu'il jubile, lui, l'autre? Par exemple, est-ce qu'il y a un sentiment de l'autre par rapport à ma propre image corporelle? Je n'ai pas besoin de vous expliquer que c'est exactement ce qu'on voit là. Sauf que le baron Cohen, comme c'est un cognitiviste, il ne peut pas, il oublie que non seulement il y a des petites voitures et des télécommandes ici, mais il y a aussi le corps de l'autre, le sujet, quoi. Le miroir. La différence, si vous voulez, c'est que Lacan met dans cette carré-là, dans ce carré-là, le corps comme tel, le miroir, si vous voulez. Ok? Je vous suivez? Donc ça, c'est de Baron Cohen. Baron Cohen, 1992, oui. Et c'est dans un ouvrage? Oui, je vous parle de... Et tout est là, en réalité. Tout est là. Tout est là. Et donc, c'est la référence là, en tout cas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? 1938, il vole Vallon, mais il ne vole pas, il se retourne. En 1960, il dit, et c'est les plus pur moment du stade de miroir, mais mon Dieu, si c'est le pur moment du stade de miroir, pourquoi tu n'as pas parlé 1938? C'est si clair. Et non, il attend jusqu'en 1960, donc 25 ans pour dire que c'est plus. Enfin, il prend du temps, le gars. Hein, bon. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au milieu, il y a les fameuses interventions de Lacan, enfin d'une collègue de Lacan au séminaire 1, où on présente le cas Dick. Et c'est là, en 1954, que Lacan présente le fameux schéma optique, qu'il dessine, mais ça reste comme ça, en 1954, et ce n'est que 6 ans après, les choses prennent du temps. Hein. Et pour qu'il accouche son fameux schéma optique. C'est dans le rapport de Daniel Lagasse. Exactement, dans Lagasse, 1960. Il dit, pour qu'il y ait une reconnaissance du corps du sujet et dans les miroirs, ici les miroirs c'est les trucs plats, c'est le miroir quelconque, quoi, un miroir, quoi. Il faut que le sujet se reconnaisse, mais grâce au fait qu'il y a un tiers qui est là pour dire effectivement c'est toi mon gars, quoi, ou ma fille, n'est-ce pas? Et c'est lui qui donne l'unité. Et à tel point qu'il dit que si vous modifiez un peu l'angle des choses, il ne se reconnaît pas tout à fait comme il devrait se reconnaître. Donc voilà la tertiarité. Alors, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas être Einstein pour se rendre compte que les deux schémas sont exactement une seule et même chose. Troisième page, c'est exactement la même chose. Le schéma de Lacan 1960, mais accouché en 1954 grâce à Adic et à Melanie Klein, et le schéma de Baron Cohen 1992, donc 40 ans après. Et le cognitiviste découvre ce que Lacan a accouché en les années 50. C'est quand même pas rien, quoi. Et d'autant plus
que dans ce schéma de Baron Cohen, il essayait de montrer comment, justement, l'autiste ne peut pas happer ce regard de l'autre, pas qu'il n'y ait pas. Et justement, Lacan fait le schéma optique à cause des dicts qui est autiste. C'est quand même génial, quoi, la construction qu'on peut faire autour de ça. Et dans ce schéma, normalement, il y a un miroir convexe aussi. Il est là, Ouais. il est là, justement. Exactement, oui. Et donc, c'est justement le regard de l'autre. Donc là, l'œil, c'est l'œil de l'autre, quoi. C'est le même œil que vous voyez avant. Bon. Alors, et ce qui est génial, c'est qu'à partir de là, il dit, et il y a quelque chose, voilà ce que dit Lacan. Je vous lis donc page 70 des écrits. C'est important par rapport à ça. Ce qui se manipule dans les triomphes de l'assomption de l'image du corps au miroir. Voilà, l'image où l'enfant se reconnaît dans le miroir, quoi. Voilà. Ce qui se manipule, c'est cet objet, les plus évanouissants à n'y apparaître qu'en marge. 2 points, l'échange de regards manifeste ce que l'enfant se retourne vers celui qui assiste à son jeu, autrement dit, les purs moments, c'est cela, n'est-ce pas? Voilà. Et lui, l'objet, on regarde l'objet, si vous voulez, qu'on regarde, il sort d'ici. C'est que si vous restez dans ce schéma-là, vous êtes dans les malentendus cognitivistes, c'est-à-dire le nôtre, quoi, de tous les jours, quoi, le symbolique, tout va bien, mais en fait, ce qui m'échappe, c'est ce qui se passe entre les sujets et l'autre. Donc l'objet, le A, vous le mettez là, si vous voulez. Parce que justement, et à moins que l'enfant soit vraiment malade, il ne va pas arrêter de regarder l'autre comme ça. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que l'autre fait, justement, pour pouvoir l'imiter, pour pouvoir, justement, être dans le exactement. Et, voilà. De la symbolique, le symbolique. Voilà un petit peu comment je sors un peu du récit imaginaire et non pas symbolique. Pour ceux qui connaissent un peu la technologie lacanienne, je pense que c'est par ces biais-là que Lacan perçoit quelque chose qu'il va nommer ensuite objet A. Souvenons-nous que Lagarde c'est 1960, séminaire sur l'angoisse c'est 62-63, c'est collé comme ça, tout de suite après. Donc il peut articuler l'objet A dans le séminaire de l'angoisse à partir de ces élaborations-là de l'enfant au miroir qui se retourne justement pour échanger avec l'autre regard. Ce qui est assez fantastique, vraiment, là je dis pour parler positivement de Lacan, bien sûr, c'est que c'est toute la question actuelle et par rapport à l'autisme, c'est-à-dire que l'enfant autiste n'est pas de l'attention conjointe, on appelle ça attention conjointe, il n'est pas de l'attention conjointe, il est en dehors, il a accès direct aux perceptions et aux stimuli, et justement c'est pour ça qu'il est autiste, quoi. C'est qu'il va rester beaucoup plus de temps à regarder les lumières, les chiffres, etc., qu'à être dans l'échange avec les autres pour jouer, pour faire n'importe quoi. C'est sûr, les autres difficultés. C'est que l'enfant non autiste, il est tout de suite dans l'imitation, dans les malentendus totaux. Donc vous voyez les gamins de 4 ans, 3 ans, les frères, voilà, c'est pour ça que je vous l'avez vu, et en train de faire des dessins sur une feuille, et le petit de 18 mois va prendre une feuille, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, aucune idée. Il prend une feuille et il fait comme ça. Il ne sait pas ce qu'il fait, mais il le fait quand même. On appelle cela, en sciences cognitives, opacité référentielle. On ne sait pas de quoi on parle. Et nous sommes en permanence dans l'opacité référentielle. On parle des choses sans arrêt et sans savoir trop de quoi on parle. Enfin, on pense que oui, mais c'est dans l'échange. Oui. Voilà. Alors, ça c'est le point que je dirais, le point de retournement de mon livre. Donc, page 217, je dis, comme dans un film, il y a un point de retournement. Chez moi, dans ce livre-là, il y a un point de retournement. Ce qui est capital, et c'est le chapitre que j'ai appelé comme ça, c'est le regard qu'on ne voit pas. Le regard qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, il y a une citation de Lacan qui est très jolie, d'ailleurs, qui parle des évangiles. Il dit « Ils ont des cieux, et qui ne voit pas. Mais pour ne pas voir, justement. » Ça, c'est dans la Bible. Exactement, la Bible. Ils ont des cieux pour ne pas voir. Pour ne pas voir quoi, dit Lacan? Eh bien, qu'on a regardé en permanence. Et voilà un petit peu le point de retournement du film, si vous voulez, justement. Et c'est que, et l'idée, c'est que en permanence, le regard est premier, avant que nous sachions quoi que ce soit,
et que la vision est en permanence un refou et un refoulement de son regard qui est premier. Moi, je pense que je vous vois maintenant, vous, mais en fait, votre regard était là déjà avant moi, avant que je regarde que vous me voyez. Autrement dit, moi, je viens vous voir, mais j'ai un temps de retard par rapport au regard et que justement qui attire mon regard à moi, justement. Voilà l'idée de Lacan. De la même manière que la conscience est une sorte de refoulement, on peut dire de l'inconscient, on peut appeler ça inévitablement, je veux dire. De la même manière, la vision est un refoulement du fait que le regard est premier et que est là et qui pourrait venir à un moment donné, pourquoi pas, menaçant, etc. Surtout dans la psychose. Exécutif. Oui. Exactement. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que l'image dans le miroir que j'ai de moi-même, moi je la vois, je me regarde dans la glace pour voir comment je suis chauve, quoi. Mais en fait, l'image était avant que je me mette à regarder comment je suis chauve. Vous voyez? Donc, j'ai un temps de retard et c'est ce temps d'anticipation qui joue tous les mauvais tours dans la dépersonnalisation, etc. Qui est, comme dit Lacan, certainement, évidemment, mais même ce Rochat que je vous disais, dans n'importe qui, adulte, normal, il y a des moments de dépersonnalisation minimes. Où j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, voilà. Évidemment, très prononcé chez les psychotiques, comme vous le savez. Donc, les fameux signes de miroir, où la personne se regarde, que c'est vraiment moi, c'est moi, mais il y a un truc qui ne va pas, etc., etc. Donc, l'intérêt, c'est de dire, l'objet A dans toute cette question, toute cette construction-là, est caractérisé par être premier, et surtout pour être donc véhiculé dans ce rapport à l'autre, objet A que je le refoulais par définition. Je ne peux pas ne pas refouler. Si je ne refoule pas, ça, je suis fou, quoi. Je reste accroché à l'autre, si vous voulez. Dans cet autre qui ne signifie rien, précisément. Qui ne signifie pas le jeu de la petite voiture. Moi, je m'en fous de regarder l'autre. Moi, je veux jouer à la petite voiture, comme n'importe qui. Voilà, ou jouer à Lacan, ou être lacanien, par exemple. Je ne veux pas rester dans le regard de l'autre, sinon je suis perdu. Eh bien, voilà ce qui se passe là, comment l'objet A fonctionne là, dans cette machine-là. Pour finir, et parce que bon, je vais parler un petit moment, mais je m'arrête là, je voulais finir avec une petite note, il y a tas de choses à dire, mais clinique. Parce que, je ne sais pas ici, je ne sais pas vous, par exemple, je ne sais pas comment, vous êtes dans si c'est vraiment du Lacan, où on perd le pédale, à un moment donné, on ne sait plus ce qu'est des Lacan. Aujourd'hui, c'est le cas. Exactement. Et donc, à l'école de la code freudienne, dont vous êtes membre. c'est ça. Et, on est ouvert. Hein, ouais. Et on invite même des gens de l'école de la code freudienne. Et donc, je m'excuse, je rectifie. Les gens de l'IGH sont invités à l'école de la cause. Rétablissons les choses. Génial. Ben oui, pourquoi pas, oui. Oui. Mais c'est le message inversé, ça. Exactement. Et pendant des années, on parlait beaucoup de fantasmes. Voilà, quand aussi. Et l'idée, c'est de dire, au fond, l'objet A est caché dans les fantasmes. Moi, j'avais 20 ans quand je disais tout ça. Bon. Et je dis, bon, l'objet, c'est comme la petite voiture, là. Et l'objet est caché dans les fantasmes. Bon, d'accord, quoi, c'est très bien. Enfin, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais je suis tout à fait d'accord. Et donc, l'idée, les années passent, et donc, bon, qu'est-ce que ça veut dire, ces conneries-là? Est-ce que ça a un sens ou pas? Je sais pas, vous ouais, bon. Pour moi, ça a un sens. Ça vous parle, quoi, oui. Je vous parle très rapidement mais c'est une vignette, même pas un cas clinique. Hein. Et donc, moi, j'étais à Paris, là, je ne suis plus à Paris. Et donc, il y a un gars, même pas à 30 ans, qui vient me voir parce qu'il est déprimé. Et donc, bon, très bien, les minutes passent, il dit qu'il est déprimé, qu'il aurait dû s'inscrire pour continuer à être prof dans un IME, patati patatan, histoire que il n'a pas fait, et donc maintenant il est au chômage. Ok, bon, et voilà, les minutes passent, quoi. Et donc, à un moment donné, mais il se passe quelque chose d'autre dans votre vie, non, pas spécialement, mais on vous assure, il ne se passe rien dans sa vie. Et que vous êtes seul, accompagné, mais justement, là, c'est un chapitre compliqué.
parce que je suis avec une meuf, quoi, enfin une fille, mais cette fille-là, et c'est un peu des couples libres, quoi, on va dire. Et donc, et le problème, c'est que, je vous dis parce que je ne crois pas que vous connaissiez la personne, donc, et d'ailleurs, elle s'appelle Caroline, elle me dit. Et c'est, vous savez, les Carolines sont légères. Bon, je demandais à des Français de suivre les Belges et que les Carolines sont légères. Ben non, ça c'est tout le temps. D'ailleurs, ma fille s'appelle Caroline, donc d'ailleurs. Bon. Donc, quelques éditoires, bon, ok. Et donc, elle est artiste, et donc, elle est un peu légère, et donc, elle couche à droite à gauche, soi-disant. Bon. Et le problème, c'est pas ça, parce qu'elle avait dit que c'était libre, leur relation. C'est que lui, il est épris d'elle, quoi. Il est amoureux de cette fille-là, exactement. Voilà, plus elle est légère, plus il est épris de cette fille-là. Et patati patata, et bon, voilà. Séance suivante, il me rappelle à nouveau, ça commence. Il laisse la dépression et tout ça pour parler de quelque chose un peu plus. Voilà. Et donc, il dit, en fait, c'est quelque part, tu m'étonnes, quoi. Quelque part, je dois dire que le fait que. Non, symptôme de jalousie. Donc, il est jaloux, il fait des histoires à la Caroline en question, patati patata. Et je dois dire, quand même, quelque part, dit-il, ça m'excite qu'elle soit un peu, qu'il aille voir ailleurs. C'est là où je me dis, tu m'étonnes, quoi. Et voilà, et quelques minutes après, il arrive à coucher la chose suivante, voilà ce qu'il dit. Quand ils couchent ensemble, lui, il s'excite en imaginant que l'autre couche avec d'autres gars, justement, avec même plusieurs gars. C'est un peu son imaginaire qui compte. Partout. Exactement. Mais non, mais lui, il est avec cette fille-là. Mais il imagine tout cela, et à tel point, comme la Caroline n'est pas une idiote, évidemment, apparemment, et il dit, tu t'es ailleurs, quoi. Enfin, tu n'es pas dans les trucs. Et donc, et ce qui est génial, donc, c'est qu'il décrit cette fémologie-là. Ça le fait bander, tout ça. Mais au moment même où il a puissance de l'orgasme, la seconde après, c'est la jalousie qui commence. Et ouais, génial. Juste après. Exactement, l'instant d'après. Il me raconte cela, c'est assez génial parce que, c'est génial, pas génial pour lui, mais il s'en va. La semaine d'après, il ne vient pas, donc il dit, typique, quoi, une fois qu'on dit un truc comme ça, on ne revient plus. Bon, moi je dis, il ne vient plus, est-ce que je l'appelle pas, je ne sais pas. Lui, il m'appelle en disant, j'ai eu un problème, je vous raconte ça, je vous vois la semaine prochaine comme d'habitude, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le lendemain de qu'il m'a dit ça, il est dans Paris. 4 heures du matin, il est alcoolisé, il voit un groupe de gars et il sait que ces gars n'est pas trop coincé si possible, passer au trottoir d'en face, on va dire, mais non, il ne va pas se dégonfler, il y va, ça ne peut pas rater, les gars le provoquent, il répond évidemment et on lui casse la gueule. Autrement dit, c'est un acting out, c'est-à-dire voilà les rivaux, quoi. Les rivaux qui les font bander, c'est les mêmes qui les cassent la gueule à Paris à 4 heures du matin. Qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que Miller, je crois, en tout cas je connais chez Miller ça, isole, vous voyez le fantasme de Freud, on bat un enfant est abattu. Donc il dit, il y a un autre fantasme très typique, c'est on baise une femme est baisée. Et ce qui est intéressant, donc c'est ce fantasme-là qui est construit évidemment lui-même, quoi, dans ces sujets-là. Et ce qui est fondamental, c'est que qu'est-ce qu'il fait lui dans tout cela? C'est comme dit Caroline à un moment donné, et tu es ailleurs, c'est justement qu'il regarde la scène, quoi. Et donc l'objet regard, évidemment, caché dans les fantasmes, on baise une femme, et c'est là où le sujet est complètement collé et sans pouvoir céder même pas un centimètre de cela. Il ne peut pas sortir de cela. Bon, il est venu me voir pendant un temps, après c'est fini avec Caroline et il a rencontré quelqu'un d'autre. Enfin, moins légère. Exactement. Il est une femme qui me convient beaucoup plus. Bon. Donc, comme quoi l'autre le convenait quand même. Non? Donc, voilà comment je reconstruis l'idée de l'objet à, dans ce cas-là, regard caché dans le fantasme, comment le fantasme est là justement pour faire la décoration, où là le sujet n'est que réduit à un regard collé à l'autre. Voilà, moi j'ai fini sur ces questions-là. Il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Il y a des choses à dire. Et d'abord vous remercier, parce que
D'abord, je trouve que la Suisse veut accentuer votre accent. Il y a un an, vous êtes venu, vous avez moins d'accent. Ah, mais je pense que je me suis beaucoup amélioré en Suisse. Mais je sais pas si c'est la faute des Suisses, peut-être parce que les Suisses, comme ils parlent avec un accent, je trouve que je parle très bien par rapport à. Peut-être qu'en France, je parle moins bien. Non, mais des fois, voilà. Je voudrais revenir, bon, donc vous faites de l'objet A, le regard, fondamentalement. Surtout, oui. Or, à un moment donné, Lacan disait, ce que j'appelle objet A, j'ai subsumé, je crois, il disait, sous la même parenthèse, en quelque sorte, 4 objets. Le premier, et qui est plus premier en principe que le regard, qui est le sein maternel, ou le téton maté. Voilà. Le deuxième, c'est la merde. Le troisième, c'est le regard. Et la quatrième, c'est la voix. Alors vous restez sur uniquement le regard. Ah, moi, je dis un peu de choses. Oui, Non, mais mais- vous avez raison, tout à fait, oui. Ah, j'ai raison. C'est ça. Si j'ai raison, c'est pas intéressant, parce que la discussion va s'arrêter. Non, non, c'est bien. Mais c'est-à-dire Ah, que regarde, comment ça s'articule les deux? j'exploite moins la question de la voix. Mais ce que je dis par rapport au regard, vous l'appliquez à la voix, voyez-vous, c'est le travail pour la maison, quoi. Et donc, l'essentiel, vous savez, chez Lacan, chez les Lacaniens, en tout cas que je connais, c'est de dire la particularité de la voix, c'est que voilà, l'accent. Moi, je n'entends pas mon accent quand je parle, évidemment, et je ne m'entends pas quand je parle. Si je mets le téléphone avec un peu d'écho et je commence à m'entendre, ça casse les pieds, ça perd le pédale. C'est très gênant, quoi. Voilà un peu l'idée de comment ça fait retour, comment la voix fait retour au sens où tout est fait pour que je n'entends rien. Et de la même manière que quand je vois dans la glace, je pense que c'est la vision qui compte et non pas le fait que le regard est premier. On peut dire la même chose par rapport à la voix. Par rapport à ce que je vous ai dit, et ce que vous avez très bien énoncé au début, c'est le primat du symbolique. Or, à propos des deux autres objets que vous avez écartés, c'est-à-dire le sein, la tétine et l'excrément, Lacan avait trouvé une jolie formule. Il disait il y a la demande à l'autre, qui serait la demande fondamentale, à l'origine perdue, oubliée, la demande du sein, et la demande de l'autre. L'autre me demande de faire bien, l'autre me demande, et qui est, dans ce cas-là, ce qui est en jeu, c'est l'excrément. Il me demande de faire dans le pot. Il me demande d'être propre. C'est bien Donc, il est bien intéressant d'articuler avec la pollution avec ça. avec le primat du symbolique, parce que dans la cure, jamais c'est rare que quelqu'un vous dise ah, c'est fou ce que j'ai joui ce matin au shot. Ça n'existait pas ça. Vous ne trouvez pas ça. Par contre, moi je repère dans mes séances, je dirais, qu'est-ce que je fais de l'objet petit a dans la cure? Disons. Parce que souvent c'est ça les lacaniens, ouais, on connaît. Dans une séance donnée, il y a une des formes de l'objet qui est en question. C'est pas toute. Par exemple, je dis telle séance, je vois l'analysant, il est très préoccupé par la question du regard. Et tout tourne autour de ça. Il m'a pas vu, je l'ai vu, j'ai vu tel tableau, le tableau m'a pas vu, le regard. Dans d'autres cas, on sent chez le patient une demande. Ah, vous ne m'avez pas consolé, vous ne m'avez pas dit, vous ne m'avez pas conseillé, vous m'avez pas... Alors, il y a une demande à l'autre. Là, je dis, je suis dans la position de la maman et de son sein qui a disparu. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de repérer. Et quand j'ai pu quand il repérait ça, comme Lucky Luke, il se pointait souvent, il se trompait aussi. Et quand il avait repéré, paf, il coupait la séance. Je crois que c'est comme ça que la séance brève et l'objet petit a sont extrêmement liés l'un à l'autre. C'est très bon, oui. Et puis, donc voilà, une dernière question que je voulais vous poser. Vous savez que je travaille, mais je suis soutenu par les gens qui sont là d'ailleurs. Je crois que sans eux, je n'y travaillerais pas. C'est la question du complexe de Cain, la rivalité fraternelle. Moi, je la situe, je l'ai terminé. Là, je la situe au stade du miroir, son origine. Non pas parce que c'est le frère au stade du miroir, mais parce que le stade du miroir me confronte à cette idée du double. Et la notion de double, on en a parlé tout à l'heure. J'en parle ici. Oui, est très angoissante. Par contre, le frère, qui est un casse-pied et un emmerdeur, mais quand même, il est moins angoissant que l'irruption éventuelle du double. Voilà un peu. Alors, est-ce que je peux mettre l'objet petit a dans mon schéma Moi, je pense.
Oui, mais c'est pour ça que Putain, parce que lui, il dit Lacan passe je suis pas arrivé jusqu'à cette page. Moi, je suis arrivé un peu, je suis arrêté un peu avant. Mais je vais y aller. Peu importe ce qu'il dit avant, hein. Mais ce déjà ne doit pas nous tromper sur la structure de la présence qui est ici évoquée entière. Que vous avez dit, parlez ça sans arrêt. 2 points. Elle ne doit rien à l'anecdote du personnage qu'il incarne. Ça, c'est anti-édipien, on va dire. C'est pas forcément les papas, c'est ce que je veux dire. C'est cas unique. Oui, voilà. Oui. Ça peut être aussi le frère, ou c'est surtout le frère, ou la sœur, même pour Oui, le frère, bien sûr. Ouais, le frère, bien. Mais justement, celui que j'imite, ou celui qui peut me convoiter. J'imite et qui me casse les pieds. Exactement. Non, mais c'est intéressant la note anti-édipienne, non? Ça ne doit rien à l'anecdote du personnage qu'il incarne. J'ai pas compris qui a été un coup. C'est-à-dire le tiers qui est là, Oui. vers lequel il se retourne, je veux dire, voilà, toutes ces questions-là. Donc, il est important que ce soit papa, quoi. C'est pas l'Édipe, c'est autre chose. Oui, c'est. Voilà. Et moi, je pense que là, c'est dans votre sens, je pense. Il me semble. Il m'a copié. Ah ouais, ouais. Bah, le fantasme, pour moi, vous m'avez posé cette question indiscrète. Est-ce que le mot fantasme m'intéresse? D'abord, je voulais vous rappeler que la formule du fantasme, c'est S barré, poinçon, petit a. Donc il y a le petit a dans le fantasme. Ouais. Qu'est-ce que c'est que S barré, poinçon, petit a? Ça a donné lieu à des. Moi, c'est déjà publié, donc je peux le répéter. Quand je suis arrivé chez Lacan, la première séance, je suis arrivé avec mon fantasme. Vous le savez, là. Avec les images. Non. Je tourne à la rue de Lille, la rue des Saints-Pères. Ouais. D'abord, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je croyais que j'allais dans une clinique, la clinique Docteur Lacan. Je tourne à gauche, et à ce moment-là, je vois devant mes yeux, enfin, dans ma tête, je n'étais pas psychotique complètement, hein, et je vois une vision que j'avais dans mon adolescence, voilà, du voile du temple derrière lequel se cache le table de la loi. Et je dis ça à Lacan. Il devient pâle, oui. Oui, il devient pâle et il me dit j'en marque le coup. Et il me dit cette phrase que je n'ai jamais parfaitement comprise, mais je pense. Vous allez commencer votre analyse par le point où, dans le meilleur des cas, se termine. C'est-à-dire l'avènement du fantasme. Mais vous avez besoin de faire une analyse. Bon, tac, il m'a embarqué. Cette idée du fantasme fondamental qui soutient le désir du sujet, si son fantasme fondamental s'effondre, c'est la dépression, on ne peut pas aller jusque. Je vois chez les femmes, par exemple. J'ai fait un truc sur l'alcool chez les femmes. Une femme est soutenue par un fantasme. Le fantasme fantasme oedipien, disons, pour aller vite, qu'elle sera un jour reconnue par quelqu'un dans sa fonction, je dirais, sacrée, continuatrice de l'humanité. Elle a cette position-là. S'il arrive un salaud, un connard, qui détruit ce fantasme, la femme s'effondre dans l'alcool ou la drogue. Ça, je l'ai observé quelques fois, j'en ai fait un livre. Et par l'inceste, par l'avortement forcé, je ne parle pas d'avortement voulu, l'avortement forcé, ou toute chose qui la profane. Quand une femme est profanée dans sa... Pour moi, dans chaque femme, il y a quelque chose, une dimension sacrée. À part ça, elle peut être une salope, tout ce qu'on veut, mais il y a quand même quelque chose, un noyau de sacré. Si ce noyau sacré est profané, elle n'a plus envie de vivre. Donc l'alcool étant un suicide. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec l'objet? C'est une question. C'est une question. Par rapport à Dora, il dit la femme comme objet transcendant de désir, non? Oui. La femme objet transcendant de désir, ça me plaît bien. Bon. Bien.